Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Ça va très bien, il est très tôt pour un dimanche ici en Australie, mais j'ai eu du mal à m'endormir hier soir parce que je savais qu'on devait se parler d'un sujet qui est absolument ultra enthousiasmant. Comme vous en doutez, la potentielle, voire quasi certaine signature de John Harbaugh. Ouais, j'ai fait une Et toi, intro, comment ça ? tout ce qu'il y a de plus basique, alors que il est en train de se passer au moment où on enregistre ce podcast, c'est toujours pas finalisé à 100%, il y a des discussions, on va en parler, mais c'est peut-être l'une des signatures qui aura un des impacts historiques les plus forts de l'histoire des Giants. Alors, on sait encore trop tôt pour le dire, mais ça pourrait en tout cas changer le destin de cette franchise et voilà, on va en parler, on va expliquer donc John Harbaugh, on va expliquer qui il est, on va expliquer ce qui se passe, comment ça s'est passé aussi, puisque je trouve que le process de recrutement a aussi été très intéressant et on va l'évoquer. Et puis bien sûr, c'est difficile de faire des prédictions, mais on va aussi parler potentiellement du coaching staff et de ce qui peut éventuellement se passer à ce niveau-là. Avant de commencer, Thiergo, je voudrais qu'on évoque juste rapidement le Patreon, car vous le savez, ce qu'on est en train de faire avec cette chaîne, avec ce podcast, avec ces réseaux sociaux, essayer de faire vivre tout ça, eh bien, on a besoin de votre soutien pour nous aider à maintenir tout ça en vie. Thiergo, est-ce que tu peux nous expliquer comment les gens qui veulent nous soutenir peuvent le faire ? Oui, tout à fait. Alors, si jamais vous voulez nous soutenir financièrement pour qu'on puisse maintenir le podcast, le compte Twitter et compagnie, vous pouvez aller sur patreon.com Only a Giant Podcast. Il y a déjà plusieurs auditeurs qui nous soutiennent depuis le début, depuis qu'on a ouvert ce Patreon. Alors, on n'a pas ouvert le Patreon tout de suite quand on a créé le podcast, c'est venu un peu plus tard. Mais en tout cas, on les remercie, ceux qui nous soutiennent continuellement et ceux qui nous ont soutenus récemment. Ça compte beaucoup. Et donc, sur patreon.com, vous pouvez choisir différents niveaux de contribution. Alors, j'ai décidé que nous allons renommer le premier niveau de contribution Lawrence Steins au lieu de Graham Gano, puisque Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Lawrence Steins nous a envoyé à 2 Super Bowls. Donc ça, c'est votre premier niveau de contribution. Ensuite, vous avez Dexter Lawrence, Plaxico Burress et Eli Manning. De mémoire, Plax, il me semble qu'on a eu un contributeur, Eli Manning, qu'on remercie chaleureusement. C'est, si je ne dis pas de bêtises, Dr. Hoot, qui est un membre très actif de notre Discord. Et voilà. Et qu'est-ce que ça vous donne ce patron ? Déjà, ça nous permet en fait de maintenir, d'avoir du matos, l'hébergement, etc. Et nous, en fait, on vous note dans les crédits du podcast. C'est très important. Alors, bien entendu, si vous ne pouvez pas participer au Patreon, il n'y a pas de problème. Vous avez d'autres manières, en vous abonnant, en nous retweetant, en likant et en commentant notre contenu. Et ça, déjà aussi, ça compte énormément. Donc, on vous remercie très chaleureusement. Exactement, en mettant 5 étoiles partout, vous pouvez mettre 5 étoiles en fonction de là où vous écoutez ou voilà, en likant, en repostant, tout ce que vient de dire Thiergo. Puis le Patreon d'ailleurs, plusieurs fois on nous a demandé, parce que ça arrive qu'on l'évoque dans le podcast et puis les gens demandent comment on accède. Alors oui, effectivement, le lien il disparaît au bout d'un moment pour accéder. Alors je connais pas assez bien Discord, mais quand on m'a demandé, moi j'ai donné des liens qui étaient temporaires. Donc si vous voulez rejoindre le Discord et discuter avec la communauté, on est une trentaine maintenant sur ce Discord, c'est très cool et c'est toujours intéressant voilà, c'est assez actif et ça fait plaisir. Bref, alors John Harbaugh, qu'est-ce qu'on peut raconter sur John Harbaugh ? Alors je te propose qu'on commence par la partie recrutement parce qu'il s'est passé plein de choses. Déjà, il y a quand même eu, moi j'ai beaucoup aimé. Alors il s'est passé plein de trucs très drôles sur les réseaux sociaux. Il y a eu plein de trucs très rigolos. Il y en a un qui est presque un peu poétique, c'est qu'en fait, si on peut recruter John Harbaugh et que ça se finalise comme on espère tous que ça se finalise à 99%, c'est grâce à un coup de pied raté je crois que c'est Tyler Loop qui s'appelle, le kicker de Baltimore. Et donc, en fait, sûrement que John Harbaugh n'aurait pas été remercié si ce kick n'avait pas été raté, ce qui les aurait éliminés des playoffs, même si peut-être il aurait perdu au match d'après, il aurait été relâché, mais le problème, c'est que nous, potentiellement, on aurait peut-être signé quelqu'un d'autre entre-temps. Donc, pour une fois qu'un kick raté ou qu'un kick tout court va dans notre sens et nous permet de faire un changement positif, c'est vraiment incroyable. Et cette question de timing, le timing, c'est très important dans plein de choses. Dans la vie personnelle, il y a plein de choses qui, si on n'a pas le bon timing, ne vont pas fonctionner. Et là, c'est exactement la même chose. J'ai eu l'impression que sur les dernières années,
le timing n'avait jamais été en notre faveur. À chaque fois qu'on avait eu besoin de quelque chose, il y avait personne qui était disponible. Et là, l'année où on a besoin d'un head coach, et ben, il se trouve qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Et là, c'est parfait. Et John Harbaugh a été vraiment licencié au moment où on était vraiment dans la phase de recherche intensive. Donc, c'est tombé parfaitement. Et c'est une grosse chance, c'est que ça nous tombe dessus. Donc, j'ai bien aimé qu'il y ait eu ce lien avec aussi le côté kick loupé. C'était rigolo. Je n'y avais pas forcément pensé, moi, personnellement, au début. Non, c'est clair. Pour une fois qu'un field goal raté bénéficie aux Giants, c'est assez incroyable. Et tu as tout à fait raison de dire qu'on était à chaque fois avec un train de retard, pas que pour les coachs, hein, pour les quarterbacks aussi. Exactement. Je pense à ça, bien sûr. On a drafté Daniel Jones l'année dernière, tu as Justin Herbert qui sort. Et en fait, on avait toujours un train de retard. Et d'ailleurs, on aurait pu même se dire que l'année dernière, quand on n'a pas viré Brian Daboll, c'était le mot. On aurait dû le virer parce que tu avais des coachs du style Ben Johnson qui étaient disponibles et qui ont fait. Ben Johnson, il a fait un travail qui est arrivé des Lions. Il a fait un travail absolument incroyable chez les Bears puisqu'il les a emmenés en playoff. D'ailleurs, ils ont gagné un match en playoff, si je ne dis pas de bêtises. Oui, un match complètement fou, complètement taré, avec des passes incroyables en fin de match. Enfin, bref, c'était assez fou. Alors, après, on dit ça, Brian Daboll nous a emmenés aussi en playoff dès sa première saison. Dès la première année. Donc, on avait ce sentiment qu'on était toujours à la ramasse depuis qu'on avait viré Tom Coughlin. Parce qu'il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on a viré Tom Coughlin. C'est parce que Tom Coughlin avait eu 2 saisons négatives, mais pas, c'était pas du 4-12. Il me semble que c'était du 7-9 ou quelque chose comme ça. Donc, il était juste. On rêverait d'une saison comme ça maintenant. Et voilà. Et depuis qu'on a viré Tom Coughlin, qui est un Hall of Fame coach, tout s'est mal passé pour les Giants. Et là, on a une opportunité de signer un gars qui a déjà remporté un Super Bowl. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On le disait avant même la fin de saison. Qui est-ce qu'on veut signer? On veut signer quelqu'un qui a une expérience positive comme head coach. Là, on reviendra sur son palmarès un peu plus tard, mais c'est historique ce qui est en train de se passer cette intersaison. C'est une chance inespérée qu'un coach comme ça, alors presque 2, parce que Mike Tomlin a été libéré, il est aussi disponible, même si apparemment il ne veut pas recoacher tout de suite, mais que des coachs aussi expérimentés qui vont être aussi importants, qui ont une carrière comme ça et qui vont tout de suite s'imposer auprès des joueurs, ou c'est pas un coordinateur qui arrive de nulle part qui doit faire leur preuve. Voilà, les joueurs vont les écouter directement. C'était fou que ça tombe pile à ce moment-là et que c'est pile quand nous on cherche un head coach. Alors que justement, Thiergo, tiens-toi bien, si j'avais le petit jingle, je pense au petit jingle multiplex, quand il y a des buts à droite à gauche, je suis actuellement en duplex sur mon compte Twitter, Thiergo, eh bien sache que ça y est, ça a été confirmé. Ça y est, a dit à ESPN, this is the New York Giants. Donc, je suis heureux et honoré d'être le head coach de cette franchise. Machin, il a officialisé lui-même l'a dit. Donc, ça y est, là, c'est officiel. C'est terminé. Nous avons notre head coach. Il y a des gifs de mecs qui font exactement ça. À la vache, on a eu chaud. Non, mais en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que depuis le début, je disais, tu sais, quand tu disais c'est bon, c'est fait, parce que je disais attends, c'est pas fini, parce que je voyais le truc qui allait traîner en longueur. Et hier, j'étais quand même un peu inquiet en me disant et si ça ne se faisait pas? Et si, justement, encore une fois, on perdait le match dans le 4e quart-temps, comme c'est devenu une habitude des Giants? Donc c'est bon, c'est fait. Attends, je vais même citer en direct. Attends, citer. J'ai retweeté Yann Connor. Je vais même. On est pile. Je vais mettre pile pendant qu'on enregistre le podcast. Ça me fait penser, parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive, justement. Ça nous flingue notre podcast. On avait un filet, on avait tout prévu, il nous flingue notre truc là. Merde. Ouais, non, mais bon, ça fait partie du charme. Parce que le truc, c'est que si on n'avait pas fait le podcast pendant que c'est annoncé, on l'aurait fait juste après en disant c'est bon, ça vient d'être annoncé. Tandis que là, vous avez notre réaction directe. Et moi, ça me fait penser à un truc, je vous raconte un peu ma vie, mais dans ma famille, moi, ma mère fume, ce qui est une très mauvaise habitude. Et dans ma famille, on a un peu cette blague que chaque fois qu'on est au resto et que ça dure 3 plombes, quand ma mère part fumer, c'est là que les plats arrivent. Donc, oui, d'accord, ok. Ouais. Donc voilà, il faut qu'on fasse un podcast pour que les grosses annonces des Giants arrivent. La dernière fois, c'était Jason Garrett qui avait été viré. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On n'avait pas eu un deuxième truc qui était arrivé il n'y a pas longtemps?
Je ne sais plus. Non, Brian Dabble, on le savait avant. Bon, le dernier, Jason Garrett, c'est sûr que c'est arrivé en live. Je me demande s'il n'y en a pas eu récemment un autre truc qui nous était arrivé. C'était pas Shane Bowen viré pendant que... En tout cas, ça devait être pas loin au moment où juste. Ah, si, c'était peut-être en live pendant qu'on enregistrait le podcast. Ouais, non, alors, non, il y a un truc, il me semble, alors je sais plus si c'était Shane Bowen, mais il y a un truc, on a fait un podcast, et genre dans l'heure qui a suivi l'enregistrement du podcast, après qu'on ait terminé, tu m'as dit, c'est bon, c'est fait, et on s'est dit, ah. Ouais, genre on fait des, on essaye d'imaginer tous les scénarios, et juste quand on clique sur terminer l'enregistrement, boum, on a la réponse définitive de tous les scénarios qu'on s'était fait dans notre tête. Mais oui, tu as raison. Bon, alors revenons sur en tout cas ce recrutement. Donc, puisque maintenant c'est terminé, ça y est, il a été signé. Donc les Giants ont fait un recrutement XXL. XXL dans le sens où ils ont impliqué énormément de monde dans ce recrutement. Ça s'est très bien passé de A à Z. Et d'ailleurs, on parlait de Twitter, il y a eu un autre tweet qui m'a fait marrer parce qu'il devait aller, après avoir visité les Giants, il devait aller chez les Titans. Et il y a eu cette image d'un avion qui devait venir le chercher. Non, il ne devait pas aller chez les Titans. C'est ça ce qui était dingue, c'est que Harbaugh est allé chez les Giants, mais les Titans et les Falcons devaient aller à Baltimore visiter Harbaugh. Ah, parce qu'il y a des vidéos de. C'était, je sais plus s'ils disaient c'était l'avion qu'ils avaient envoyé pour le chercher ou quoi, mais c'est l'avion qui essaie d'atterrir et qui finalement il y a trop de vent, il n'y arrive pas, alors il repart. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. En tout cas, il a visité personne à part nous. Alors, on essaye de résumer vite fait, parce qu'on n'a pas toutes les infos, mais de ce qu'on a pu glaner en tout cas à droite à gauche et entendre sur les différents podcasts, etc. Déjà, il y a eu des choses assez folles sur John Mara, c'est que vous savez qu'il a un cancer, donc c'est très difficile pour lui en ce moment, il fait des chimios, etc. A priori, pendant le process de recrutement, il a tout décalé pour pouvoir être présent au maximum autant qu'il le pouvait. Son frère à John Mara, Chris Mara, qu'on voit pas beaucoup, qui a un impact beaucoup moins important que John Mara, qui fait jamais d'interview, etc. Il a vraiment pris un autre niveau là depuis ce processus de recrutement. Il a été mangé chez John Harbaugh. Ensuite, il a été là pendant les interviews qui se sont faites ensuite, mais il a fait cette démarche vraiment d'aller chez lui. On sait que John Harbaugh, lui, de son côté, avait vraiment analysé les différentes équipes. Quand il savait à peu près que ça allait se passer, qu'il allait se faire virer, parce qu'il était un petit peu quand même... il le sentait venir. Il a appelé des anciens coachs ou des anciens coordinateurs ou des membres du staff des Giants qui ne le connaissaient pas forcément, mais pour leur poser des questions, savoir comment ça se passait en interne, etc. On sait qu'on a Brian Dabble qui l'a eu au téléphone et qui lui a vendu le fait que les Giants étaient une belle organisation, que Eli Manning l'a eu également au téléphone, donc ça c'est aussi fou. Donc là tu vois le nombre de personnes qui ont été mises vraiment à contribution pour essayer de le faire parler, et que Brian Dabble, il n'avait aucun intérêt Dabble à dire du bien des Giants, il aurait très bien pu nous descendre et jouer contre nous, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait a priori. Ensuite, Harbaugh, donc il y a eu ce repas chez lui. Ensuite, il est venu, première visite officielle dans un club, c'était chez nous. Il n'avait pas eu avant. Donc là, c'était quand même un signe, le fait que ce soit nous les premiers qui vient visiter. Pendant ces interviews, donc qui ont duré longtemps, il est arrivé, je crois que c'était mercredi matin qu'on a entendu ce truc-là. Donc il a passé une bonne partie de la journée chez les Giants. A priori, Jackson Dart a passé au moins 2 heures là aussi avec lui. Donc Jackson Dart, vous savez, le fait que ce qu'il a montré cette saison donne évidemment envie au coach, mais le fait qu'il était là pendant le recrutement et pour discuter avec lui, ça lui a permis de confirmer, je pense, tout ce qu'il avait pu voir et de le connaître personnellement. Donc il a eu aussi un énorme impact, Jackson Dart, sur ce recrutement. Ça s'est su d'ailleurs parce qu'en fait apparemment il envoyait des photos pas sur les réseaux mais en interne avec d'autres personnes, des potes ou quoi que ce soit, et ça a fini par se savoir qu'il avait été mis à contribution aussi. Finalement, John Harbaugh, tout le monde disait faut pas le laisser partir, s'il va visiter d'autres clubs, c'est un risque qu'il signe ailleurs, etc. Finalement, il rentre chez lui, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour en parler à sa famille, pour en parler à son agent, à tête reposée, etc. Et en fait, il a donné son accord de principe le soir même, donc vers 11h, c'est là où tout le monde l'a annoncé, donc les Américains, beaucoup dormaient, et finalement, ils l'ont annoncé le lendemain matin. Mais voilà, donc il y a eu ce moment où il y avait eu un accord de principe. Entre-temps, ils ont dû voir toute la partie contractuelle, qui vient de se terminer, donc à l'instant 21h30 entre samedi et dimanche, au moment où on enregistre le podcast. Donc voilà à peu près tout se déroulé, mais tu me donnes ton avis, Thiergo. Moi j'ai trouvé que c'était quand même assez fou que déjà c'était évident que c'était le choix numéro 1 parce qu'on a, même si Stefanski on aimait beaucoup, etc., c'était vraiment le coach qu'on voulait, on était prêt à tout. L'argent lui a donné ce qu'il voulait, ce contrat, donc a priori 100 millions sur 5 ans. On a vraiment mis le max pour être sûr de ne pas le rater, quoi. Et comme on disait, c'est une occasion qui ne se présente pas tout le temps, et les Giants ont été parfaits là-dessus parce qu'aucun club n'a pu avoir sa chance à part nous, en fait. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ils y sont allés all-in. Quelque chose que les Giants n'ont pas du tout apprécié, et ils l'ont fait savoir, c'était que en parallèle, les Falcons ont fait un entretien téléphonique avec John Harbaugh le week-end dernier, et ensuite ont annoncé sur leur site, on a passé un entretien
du style entretien formel avec Harbaugh, alors que pour les Giants, l'entretien formel ne commençait que quand Harbaugh allait venir en rendre visite à New York. Donc en effet, il y avait eu. Donc d'ailleurs, il y avait un beat-writer qui disait c'est pour ça que la news de Chris Mara qui est allé chez Harbaugh déjeuner est sortie. C'était un peu les Giants qui disaient ah ouais, vous l'avez eu au téléphone? Bah nous on a déjeuné chez lui. Voilà. C'est juste pour leur dire voilà. Non, mais il y a aussi un autre beatwriter qui a dit si jamais les Packers, parce qu'il y avait des liens entre Harbaugh et les Packers, si jamais les Packers se séparent de Lafleur, ça peut être une destination pour Harbaugh. Et Chris Mara a dit si j'étais vous, j'y compterais pas trop. Mais il a dit où ça, Chris Mara? Parce que je sais qu'il a discuté et qu'il avait fait sortir des infos, mais il les a mis sur les réseaux. Non, enfin, il discutait avec des journalistes. Et donc, ça parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui étaient ressorties sur ça, où il avait l'air d'être assez vocal par rapport à John Mara, qui est plutôt discret et qui se fait pas trop repérer. Là, Chris Mara, il a un petit peu un style différent quand même. Ouais. Et donc, je pense qu'il y avait vraiment cette envie chez les Giants de ne pas foirer cette opportunité. Ah bah c'est clair. Vu tout ce qu'ils ont fait, j'ai même pas dit, mais Steve Tisch a envoyé son avion personnel donc à Baltimore pour chercher John Harbaugh. Alors j'ai vérifié, Baltimore, je savais que c'était sur la côte Est, mais je connaissais pas exactement la distance entre New York et Baltimore. C'est 3 heures en voiture, hein, c'est 200 miles, ça va super vite. Hein, mais bon, ils l'ont fait venir en avion quand même. Et surtout, ils ne l'ont fait que 2 fois. Ils l'ont fait une fois pour Joe Judge, pour le renvoyer chez lui. Enfin, pas pour le renvoyer, c'est quand ils ont... non, pour le faire venir pour la conférence de presse de présentation quand il a été choisi comme head coach. Et ils l'ont fait une 2e fois pour Brian Daboll après son entretien pour qu'il reparte à Buffalo avant la conférence de presse. Mais sinon, c'est pas quelque chose que les Tisch et les Mara font. Là, en l'occurrence, ce sont les Tisch. Non, mais là, ils ont vraiment tout fait. Ils voulaient t'as raison, c'est all-in. C'est clairement all-in. Hein, y a pas de... C'était all-in et je pense que l'équipe, en fait, ça n'a jamais été une question d'argent pour New York parce que d'ailleurs, ce qui a retardé le moment entre il y a un accord en cours de finalisation et c'est bon, l'accord est conclu. Donc là, maintenant, c'est dans les discussions contractuelles, ce n'était pas une question d'argent. Ils se sont mis d'accord sur la durée et sur l'argent très, très rapidement. Apparemment, ils ont dit aussi à Daboll, tu as le budget que tu veux pour recruter ton staff. Joe Schoen, tu veux dire. Joe Schoen. Non, pardon, excuse-moi, à Harbaugh. Ouais, mais ça, c'est moi qui... Donc, ils ont dit à John Harbaugh, tu as l'argent que tu veux, tu as le budget que tu veux pour ton staff. Oui, sachant que le staff, juste rappel, hein, le staff ne rentre pas dans le cap, donc tu peux payer les mecs aussi cher que tu veux, à peu de choses près, du moment que voilà. Donc le head coach et le cap, en effet, et le staff, ça ne rentre pas dans le cap. Et pour vous donner un peu une idée, donc 20 millions par an, c'est exactement le même contrat que Andy Reid, qui est le coach le mieux payé de la NFL en ce moment. John Harbaugh était à 17 millions par an avant. Donc, il était en 3e position. En 2e position, il y avait, alors j'avais ça sous les yeux, je ne sais plus qui c'était, mais bon, ça reviendra tout à l'heure. Donc, ils lui ont dit, tu auras le budget que tu veux. Et aussi, je trouve que quelque chose, on n'a pas aussi assez souligné le rôle de Joe Schoen. Joe Schoen a fait pas mal de coups de fil avec John Harbaugh. Ça s'est bien passé de ce qu'on a entendu dire. Il y avait des rumeurs qui disaient que John Harbaugh ne voulait pas travailler avec Joe Schoen. Et puis, en fait, non, la relation a l'air d'être plutôt positive. Mais comme je le disais, ce qui s'est beaucoup discuté dans ces 48 heures, enfin, dernières 48 heures, c'est quelle va être la structure de reporting entre John Harbaugh et les propriétaires. Parce que Harbaugh vient des Ravens, où en fait, il avait une ligne de reporting directe aux propriétaires. Donc, en gros, il était dans l'organigramme, il était au même niveau que le general manager, alors que traditionnellement, les Giants ont toujours eu une structure propriétaire, general manager, head coach. Donc voilà. Et là, toute la question, c'était est-ce que Harbaugh va pouvoir être au même niveau? Apparemment, ils ont trouvé un accord. Je me demande bien justement quelle va être cette répartition de pouvoir entre Joe Schoen et John Harbaugh. Donc ça va être très intéressant à voir. Ouais, ça va être super intéressant. Tu l'as dit aussi la dernière fois, pendant le dernier podcast qu'on avait fait, et ça a été répété à peu près partout où j'ai pu entendre des podcasts, c'était plus
un entretien que John Harbaugh faisait passer aux Giants que l'inverse. C'est pas dans tous les jobs. Il n'y a pas beaucoup de monde qui, quand ils sont virés d'un job, retrouvent un job 5 jours plus tard avec un contrat de 100 millions. Ça, je peux te dire. Donc, c'est quand même assez spécifique. John Harbaugh savait qu'il aurait eu beaucoup de franchises qui étaient prétendantes pour le faire signer. Il savait qu'il était en position de force. Son pédigré, son historique dans la ligue, même si on en parlera pourquoi c'est un coach qui est aussi intéressant, même s'il n'a gagné qu'un Super Bowl avec Baltimore. Malgré tout, il y a eu quand même 12 sur 18 saisons qui ont été en playoff. Donc, c'est vraiment important. Et pour nous, là, c'est l'exact opposé de ce que nous, on est capable de faire. Enfin, même pire que ça, en fait, sur les dernières saisons. Donc voilà, c'était vraiment à nous, aux Giants, de convaincre John Harbaugh que c'était la bonne organisation pour lui. Le fait qu'il y ait des jeunes joueurs, le fait qu'il y ait... alors, a priori, quand même, l'organisation des Ravens est mieux huilée que celle des Giants, dans le sens où il y a plus de monde, c'est mieux organisé, il y a des choses plus à la pointe qu'est-ce qu'il y a chez les Giants. On espère, malgré le fait qu'il ait 63 ans, John Harbaugh, donc c'est pas un tout jeune, eh bien, il arrive à peut-être donner un nouveau souffle à tout ça. Et qu'on arrive à passer vraiment à une organisation A++ pour vraiment combler les manques qu'il peut y avoir avec les meilleures équipes de la Ligue. Une chose qui est intéressante, j'ai écouté un podcast, donc Big Blue Banter, c'est un podcast américain que je vous recommande si vous aimez écouter des gars qui décrivent. Je crois que tu les écoutais plus, là. Je crois que tu en avais marre. Il y a eu une période où j'en ai eu un peu marre parce qu'en fait, le niveau de frustration d'un des podcasteurs, en fait, il n'arrêtait pas de gueuler dans son micro. Ça commençait franchement à m'énerver en me disant « Ok, je comprends ta frustration, je la vis aussi, mais tu n'as pas besoin de gueuler dans ton micro. » Et donc là, c'est bon, ils se sont calmés et surtout là, on est dans du positif. Et ils ont fait un épisode récemment avec un insider des Ravens qui a parlé un peu de comment est organisé les Ravens. Et Steve Bisciotti, qui est le propriétaire des Ravens, est un gars qui a toujours dit « Je ne donnerai pas l'équipe à mes enfants. » Et donc c'est l'opposé des Maras, où les Maras, c'est les Giants, c'est les Maras, c'est un business familial. Bisciotti, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'au bout d'un moment, quand il ne sera plus en mesure de gérer l'équipe, d'ailleurs, il ne la gère pas au quotidien, il a du monde qui la gère pour lui. Et d'ailleurs, tout bon chef d'entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout lui-même, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Eh bien, lui, il veut revendre l'équipe quand il sera plus capable de la gérer. Donc, ses enfants ne doivent pas être dans l'organigramme. Je n'ai pas vu l'organigramme. Mais surtout, donc, il a cette structure où il a le GM. Donc, son ancien GM, il l'a fait passer dans un autre poste. Il lui a fait faire un move latéral quand il n'était plus capable de produire pour mettre un nouveau GM. Et puis, il a un rapport direct avec Harbaugh. Et en fait, chacun a son périmètre de décision. Il y a des décisions où c'est le GM qui a le dernier mot. Il y a des décisions où c'est Harbaugh qui a le dernier mot. Mais en cas de problème, le problème remonte au propriétaire qui va trancher, qui en fait est au-dessus de la mêlée, qui n'est pas là pour prendre les décisions au jour le jour. Mais s'il y a un blocage, les deux parties viennent le voir en disant moi je pense qu'il faut qu'on fasse ça et moi je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Et lui dire ok, j'ai écouté vos positions, on va aller dans cette direction. Et je trouve il faut de toute façon quelqu'un qui tranche au bout d'un moment et c'est obligatoire. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être un problème qu'on a eu à New York où on a un John Mara qui, on l'a déjà dit, c'est pas quelqu'un qui est né dans le management sportif, c'est un avocat en droit du travail qui est arrivé à ses 45-50 ans pour devenir directeur juridique des Giants. Alors que, en fait, quand tu regardes Tim Mara, c'est lui qui a fait la franchise, mais Wellington Mara, c'est quelqu'un qui était impliqué dans le business familial depuis le plus jeune âge. Et je crois qu'une des grandes différences qu'on va avoir dans ce duo John Harbaugh, Joe Schoen, c'est que tu vas avoir un head coach avec énormément d'expérience et qui a vu beaucoup de choses et qui a gagné, et un general manager qui est encore assez vert, qui est encore assez inexpérimenté. Tandis qu'en fait, Joe Schoen, Brian Daboll, tu avais en fait un jeune general manager et un jeune head coach qui avait très très peu d'expérience et qui devaient travailler ensemble. Et je pense que c'est là où ça a coincé. Ils ont eu de la chance au début, ils ont eu la chance du débutant. Et puis ensuite, ça a coincé. Mais une autre chose que je vais dire avant de te repasser la parole, c'est qu'un point de comparaison sur ce recrutement de John Harbaugh,
moi, ça m'a fait penser au recrutement de Peyton Manning et Tom Brady quand ils ont quitté respectivement les Colts et les Patriots. C'était des gars qui étaient vieux, qui avaient leur carrière derrière eux, et quand ils ont cherché une nouvelle équipe, c'est pas eux qui ont dû convaincre les équipes, c'est les équipes qui ont dû les convaincre. Et qu'est-ce qu'ils ont à y trouver, ces gars-là? C'est quel va être mon prochain Super Bowl? Et c'est ce que John Harbaugh cherche. C'est, je suis à 63 ans, je pourrais m'arrêter ici, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de gagner un Super Bowl de plus parce que j'ai envie d'aller au Hall of Fame. Et où est-ce qu'il faut que j'aille pour faire ça, pour vraiment créer ma légende? Il avait différents choix. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui lui a dit, mais vous auriez pu aller chez les Falcons, qui, a priori, pourraient remporter leur division beaucoup plus facilement que les Giants, qui doivent avoir affaire aux Eagles et aux Cowboys. Et John Harbaugh a dit, mais moi, ça ne me fait pas peur, la NFC Est. Ça ne me fait pas peur. Je pense qu'on peut être compétitif. Et en fait, je kiffe qu'il ait dit ça parce que, d'ailleurs, il l'a dit très, très tôt, avant même de passer les entretiens et d'être en contact avec les Giants, il regardait ce job en disant, en fait, c'est un job pour moi. Oui, alors justement, pour finir sur cette partie de recrutement, tu évoquais Joe Schoen et le fait, donc il y en a qui disaient oui, s'il ne signe pas, ce sera à cause de Joe Schoen. Tu évoquais le fait qu'il était jeune aussi, etc., que ça pouvait potentiellement bloquer, versus un coach qui va être très expérimenté, quelles vont être leurs relations, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Joe Schoen a réussi à construire un effectif suffisamment solide pour que John Harbaugh se dise ça vaut le coup. Et notamment, la marque importante, c'est avoir un quarterback prometteur et sur lequel tu penses que tu peux t'appuyer, ce qui a été le cas ici. En plus, on a une O-line qui était en progression, ça c'était aussi important, mais c'est vraiment le côté, j'ai le quarterback en place. J'ai pas besoin de faire un pari à la prochaine draft pour espérer avoir le bon quarterback ou quoi que ce soit. Donc là, tu sais que le quarterback est en place, et également donc des pièces jeunes. On parle de Scatebo, on parle de Nabers, on parle de Abdul Carter, de tous ces joueurs qui sont importants, avec quelques joueurs expérimentés, Brian Burns, Dexter Lawrence, etc. Donc il y a quand même un effectif, il y a une base d'effectifs qui lui plaît suffisamment. Moi, je pense que sur nos titulaires, il ne nous manque pas grand-chose. Après, c'est surtout en fond de banc où dès que quelqu'un est blessé, c'est tout de suite la merde parce qu'on n'a personne. Et je pense que là, John Harbaugh sera très bon pour ça. Mais donc, voilà, en tout cas, il y a eu suffisamment pour qu'il se décide que c'était la bonne franchise. Et également, le fait que le cap space était dans une situation suffisamment saine, qu'on a, je sais pas, on a à peu près 20 millions, on peut monter à 40 ou 45 si on cote quelques joueurs, et puis on est à 100 millions l'année prochaine. Donc, on n'a pas hypothéqué nos chances et nos besoins sur les années à venir. Donc ça, c'est deux choses qui font que malgré tout, Joe Schoen a fait suffisamment du bon boulot pour que John Harbaugh décide de signer. Si ça te va, on passe au deuxième côté du podcast, et puis je vais te laisser un petit peu présenter parce que tu as fait pas mal de recherches là-dessus. En fait, donc pourquoi? Donc on a évoqué un peu le fait qu'il ait fait 12 saisons en playoff sur 18. Je trouve que c'est un peu similaire à Mike Tomlin. Ils ont eu qu'un seul Super Bowl de gagné, mais il y a quand même eu un paquet de saisons qui étaient vraiment très positives, où plein de fois ils ont perdu à peu de choses près, etc. Ils ont su prendre les bonnes décisions à des moments, avoir les bons coordinateurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pédigré de ce coach qui a 63 ans, qui n'est pas tout jeune, comment il est arrivé là, et qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'il peut nous changer notre franchise, en fait? Ouais, alors sur le pas tout jeune, j'étais en train de regarder, juste à titre de comparaison, Tom Coughlin, quand il a rejoint les Giants en 2004, il avait 57 ans. Donc, oui, donc tu vois, Non, et en fait, c'est pour ça que je suis en train de dire, oui, c'est pas tout jeune, c'est pas 40 ans, mais je pense aussi que tu prends plus de risques à prendre un head coach de 40 ans parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. En fait, pour moi, 60 ans, l'idéal c'est 50 ans, bien entendu, mais 63 ans, je trouve pas ça trop vieux. Je pense qu'il a encore, c'est un gars, il a facilement 10-15 ans devant lui. Je pense au moins une dizaine d'années, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais John Harbaugh, en effet, j'ai fait pas mal de recherches, et d'ailleurs ça m'a amusé de faire ces recherches, parce que John William Harbaugh, à ne pas confondre avec John Warvell Harbaugh, qui était un géologue mort en 2019. Merci de cette info cruciale. Non, mais en fait, tu vois, ils sont tous les deux John W. Harbaugh. Donc, né à Toledo en 1962, 63 ans, il était defensive back en lycée et en université. Et en fait, il n'a jamais joué au niveau professionnel, mais il a été coach en NCAA de 1984 à 1997. Donc, il a coaché running back, outside linebacker en même temps d'ailleurs, tight end, special teams et secondary. Et c'est d'ailleurs justement les special teams qui vont lui permettre d'accéder à la NFL, puisqu'en 1998, il est recruté par les Eagles
Bouh, ça vient des Eagles, mais bon, vous comprendrez après pourquoi. Par les Eagles en 1998, pas par Andy Reid, par le coach précédent qui s'appelle Ray Rhodes. L'année suivante, en 1998, pardon, et en 1999, il y a Andy Reid qui arrive et qui le garde. Donc, il a ce poste de Special Teams Coordinator jusqu'en la saison 2006. Et 2007, il devient coach C'est énorme, hein. Juste quand même, c'est beaucoup. 98-2006, ça fait beaucoup de saisons quand même. Hein. Ouais, ça fait pas mal. En 2007, il devient defensive back coach parce que son prédécesseur s'appelle Steve Spagnuolo, qui est passé chez les Giants, qui en 2007 remporte le Super Bowl avec les Giants. Et en 2008, alors qu'il n'a fait qu'une seule saison comme special... pardon. Il a fait plusieurs saisons comme special team coordinateur, une saison comme DB coach. Il est recruté par les Ravens comme head coach. Et c'était un peu inattendu à l'époque. On ne savait pas d'où il venait. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de head coach qui sont à la base des special team coordinateurs. Donc, il remplace Brian Billick, qui avait remporté un Super Bowl contre les Giants dans les années 2000. C'est pas dans les années 2000, c'est en 2000, mec. C'est le premier match. Le match que j'ai regardé de ma vie, c'était Super Bowl Giants-Ravens. Après avoir déculotté les Vikings 41-0, on perd au Super Bowl contre les Ravens. Avec un quarterback tout pourri, Trent Dilfer, qu'ils avaient en face. Ils n'avaient pas de quarterback, ils avaient juste un linebacker. Et ils nous avaient éclatés. Bref. Donc voilà. En tout cas. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est donc il y a une ascendance avec Andy Reid. Hein, il est du coaching tree d'Andy Reid. On sait ce qu'est devenu Reid une fois qu'il a quitté les Eagles pour passer aux Chiefs. Et en fait, on espère que ce soit un peu la même trajectoire pour Harbaugh, qui en fait retrouve un second souffle dans sa carrière et remporte plus de Super Bowl avec une nouvelle équipe, en l'occurrence les Giants. Et donc son palmarès chez les Ravens, c'est 18 saisons, 13 bilans positifs, 3 bilans négatifs, et dont cette saison, et 2 bilans nuls, enfin à l'égalité, 12 qualifications en playoff. En saison régulière, il a un bilan de 180 victoires pour 113 défaites, et en playoff, il a un bilan de 13 victoires, 11 défaites, un Super Bowl. Il a 6 titres de division. Et le Super Bowl 2012, pour ceux qui s'en rappellent, c'était contre les 49ers, eux-mêmes coachés par Jim Harbaugh, son frère. 34-31 Ravens, avec un Flacco qui est MVP, et la fameuse coupure d'électricité en plein match dans le stade de New Orleans. Donc voilà pour le bilan de John Harbaugh, qui en fait met fin à une très longue carrière à Baltimore. Pour quelle raison? Pas parce qu'il est nul, mais tout simplement parce qu'en fait, il n'arrivait pas à ramener à nouveau les Ravens à la terre promise qui est le Super Bowl. Malgré Lamar Jackson, et Lamar Jackson qui l'a quand même amené au titre de MVP, quarterback MVP, meilleur joueur de l'année. Et il aurait pu faire une deuxième année consécutive, qui est parti du côté des Bills, si je ne dis pas de bêtises, chez Josh Allen. Mais globalement, c'est quand même un bilan qui est extrêmement positif, tout ce que tu viens de nous dire. Donc, avec ce top du top, c'est ce Super Bowl remporté en 2012, donc l'année juste après notre dernier Super Bowl à nous, les Giants. Voilà, et oui, depuis, même s'il a beaucoup de saisons, et c'est là où je vois vraiment le parallèle avec Mike Tomlin, c'est que c'est des coachs qui ont été très stables avec beaucoup de saisons positives, mais finalement peu de Super Bowl. Ouais, on va parler un petit peu aussi peut-être des coordinateurs ou quoi que ce soit. Alors j'ai vu que tu as d'autres infos à nous donner. J'avais un truc complètement, mais vas-y, je te laisse, vas-y. Oui, il y avait juste un truc que j'avais noté sur lequel on peut passer très rapidement, ce que j'ai appelé la poisse d'Harbaugh, parce que comme je vous ai dit, il a fait 12 qualifications en playoff. Alors déjà, dès sa première saison avec les Ravens, il est allé en finale de conférence AFC, où il a perdu 23-14 contre les Steelers. Ça, c'est un match dont je me rappelle très bien, parce qu'il y avait eu notamment ce pick six de Troy Polamalu qui remonte le terrain pour 40 yards. Donc, cette année-là, il perd contre les futurs vainqueurs du Super Bowl. Il se fait éclater l'année suivante en divisional contre les Colts. Il affronte à nouveau en divisional les Steelers, perdu 31-24, où là, c'est un match où en fait, les Ravens menaient à la mi-temps, ils se sont complètement effondrés en deuxième mi-temps puisqu'ils ne marquent que 3 points.
En 2013, il perd en finale de conférence 23-20 sur un field goal loupé à 15 secondes de la fin qui aurait pu égaliser contre les Patriots. C'est l'année où les Patriots vont en... Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 2013? Non, c'est pas bon. C'est pas c'est 2013. l'année... Non, c'est 2011. C'est l'année où les Patriots vont en finale, enfin au Super Bowl contre les Giants et perdent. Ouais. Et non, il y a une erreur dans mes notes, donc c'est 2011. Et c'est aussi l'année du Deflategate. 2014, il perd à nouveau contre les Patriots 35-31. Après, il y a tout un tas de matchs que je ne vais pas citer. 2022, il perd à nouveau contre des finalistes du Super Bowl en divisional avec un fumble du quarterback qui se fait remonter 98 yards pour un TD dans le 4e quart-temps. Et la dernière grosse défaite, 2023, il était en finale de conférence, il se fait éclater par les Chiefs. Et en 2024, il perd en divisional contre les Bills, 27-25, où en fait, là, Lamar Jackson avait remonté le terrain, ils avaient marqué un TD, ils avaient 2 points d'écart, donc ils font la two-point conversion, et c'est loupé, et c'est perdu. Donc en fait, il y a beaucoup de matchs que John Harbaugh a perdu sur des petits trucs, quoi. Enfin, tu vois, un field goal loupé, une two-point conversion. C'est vraiment ce dont on a besoin alors qu'on a perdu tous nos matchs en ayant mené à 2 minutes de la fin. Ouais, mais au moins, il va en play-off, tu vois. Au moins, il va en play-off. Non, mais je dis ça évidemment pour plaisanter, il n'y a aucun lien. En tout cas, on sent bien qu'à travers tout ce que tu as dit, donc oui, cette poisse, etc., mais il y a quand même un besoin de renouveau, je pense, au bout d'un moment. Et tu évoquais pourquoi il a été libéré, etc., même malgré son bilan positif, etc. Oui, donc il n'arrive pas à les amener à la terre promise, mais il y a aussi ce besoin de renouveau, et je pense que ça, c'est extrêmement important. On l'avait déjà évoqué dans plusieurs podcasts. Un des points très positifs qui revient très souvent quand on parle de John Harbaugh, c'est sa capacité à bien s'entourer. Il n'appelle pas les jeux, c'est pas lui qui... Il est vraiment le genre de head coach qu'on avait évoqué à plusieurs reprises dans différents podcasts, où on s'est dit, il nous faut un CEO, un mec qui est capable de gérer un programme presque plus qu'une équipe. Alors, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais qui sait faire en sorte que tout tourne, qui va huiler là où il y a besoin de huiler pour que tout fonctionne bien, que les coachs discutent bien entre eux, etc. Et quand il y a une décision à prendre, ce soit lui qui la prenne, évidemment, il aura la décision finale. Tu l'évoquais tout à l'heure au niveau du propriétaire de franchise, mais il y a aussi un petit peu ce côté-là, quand tu as plusieurs coachs, plusieurs coordinateurs, et ben à un moment donné, il faut prendre des décisions, et c'est lui qui va évidemment prendre la décision. Typiquement, head coach, s'il y a une décision cruciale dans un match, c'est lui qui va dire oui, on tente la 4e et 2 à 2 minutes de la fin, ou ce genre de choses. Là, ça, c'est le head coach qui va pouvoir dire oui, c'est le moment d'y aller, il faut le faire. Donc, il a cette expérience-là, et son pédigré en termes d'embauche de coach est assez impressionnant. Il n'a pas hésité, quand il y a des coachs, des coordinateurs qui ne fonctionnaient pas, à très vite s'en séparer pour très vite redresser la barre, là où on sait bien que les Giants sont beaucoup plus attachés, ont beaucoup plus de mal et vont laisser leur chance beaucoup plus longtemps aux gens. On l'a vu sur les 10 dernières saisons notamment. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce côté coordinateur et sa capacité à embaucher a priori les bonnes personnes, en espérant qu'il va continuer à faire ça chez nous? Ouais, alors il faut savoir que donc en 18 saisons, il a eu 7 coordinateurs offensifs différents et 5 coordinateurs défensifs différents. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a du turnover pour différentes raisons. Il y a des raisons qui sont bonnes, des raisons qui sont moins bonnes. Je ne me suis pas concentré sur Special Teams coordinateur, parce que même si ça a un impact sur le jeu, ça a moins d'importance. Mais si on regarde les coordinateurs offensifs, il a d'abord eu Cam Cameron de 2008 à 2012. Il a viré Cam Cameron en cours de saison 2012. L'année où il remporte le Super Bowl. Et une chose que je ne savais pas et que tu m'as dit justement avant le podcast, c'est que Joe Flacco, qui a été recruté, enfin qui a été drafté en 2008, cette saison-là, avec Cam Cameron, il faisait genre moins de 200 yards par match, et dès qu'ils ont changé de coordinateur offensif, ça a tout débloqué, il tournait beaucoup mieux, l'attaque tournait beaucoup mieux, et d'ailleurs, c'est l'année où Joe Flacco devient Super Bowl MVP. Donc ensuite, c'est Jim Caldwell qui va être coordinateur offensif pendant une saison et demie, une demi-saison en 2012 et puis 2013. Lui, il est parti pour prendre un poste de head coach chez les Lions. Caldwell a été remplacé par... Ça, c'est une des raisons positives pour lesquelles tu peux perdre un coordinateur, c'est quand il est promu mieux ailleurs. Voilà, exactement.
Donc Kubiak prend le relais la saison suivante. Pareil, Kubiak ne reste qu'une saison en 2014 et il part chez les Broncos comme head coach. Et ensuite, on a justement une mauvaise série de coordinateurs offensifs, puisque tu as Mark Pressman qui est arrivé d'une mauvaise expérience chez les Bears, qui est resté 2 saisons, qui a été viré en cours de saison, qui a été remplacé par Marty Mornhinweg. Mornhinweg a été viré la saison suivante. Donc là, on est enfin non, 2 saisons plus tard, en 2018. Pas en cours de saison, mais en fin de saison. Et l'avant-dernier, c'était Greg Roman, de 2019 à 2022, qui, lui, a démissionné. Alors, je mets justement des apostrophes, enfin des guillemets, pardon, parce que parfois, il y a des coachs, on leur dit, écoute, ce serait mieux que tu démissionnes parce que sinon, on va te virer salement. Il a démissionné, en fait, après la défaite contre les Bengals. Et il est actuellement en train de travailler pour Jim Harbaugh chez les Chargers. Non, il a été viré des Chargers, pardon. Mais il a été extrêmement critiqué pour son travail chez les Chargers. Et donc, le dernier en date, c'est Todd Monken de 2023 à 2025. Et apparemment, l'une des raisons pour lesquelles Harbaugh aurait été limogé, enfin qu'on lui a dit bon, bah, c'est fini maintenant à Baltimore, c'était que le general manager et ou le propriétaire lui ont dit on aimerait que tu te débarrasses de Monken. Et lui, il a dit non, je veux garder Monken. Et Monken semble avoir eu un bilan assez positif avec Lamar Jackson. Donc, vu que je ne dis pas que Lamar Jackson et Jackson Dart sont pareils dans leur style, mais en tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont 2 joueurs capables d'utiliser leurs jambes pour performer. Et donc, ça pourrait être intéressant si on récupère Monken dans le staff d'Harbaugh, de voir ce qu'il peut faire avec Jackson Dart. Avant que je passe juste quand même, Jackson Dart, c'est pas le shiftiness de Lamar Jackson, hein. C'est quand même un style différent, mais il y a ce côté double capacité qui est effectivement intéressant. Double capacité, et ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que Monken a vraiment appris à Lamar Jackson à mieux se protéger. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être très important pour Jackson Dart, qui a un peu ce côté bourrin. En effet, Jackson Dart, contrairement à Lamar Jackson, il va beaucoup plus chercher le contact. Lamar Jackson, il faisait un peu ça aussi au début de sa carrière. Et puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand il a commencé en NFL, il était très mauvais passeur. Les Ravens, ils avaient une attaque qui était très spécifique où ils lançaient quasiment pas. Enfin, je me souviens que c'était assez fou. Les receveurs, ils faisaient rien. Tu avais des passes au tight end et des courses. C'était un peu à la Jalen Hurts, quoi. Les Eagles, c'est la Jalen Hurts aujourd'hui. Ah ouais, mais non, mais mec, là, c'était fou parce que la capacité, tu savais pas où ça allait courir, mais ça courait sur 75% des jeux quasiment. Bon, c'était sûrement pas autant, mais quand je les regardais jouer, j'avais cette impression-là. Et il lançait quasiment pas. Et donc, quand il lançait, c'est souvent la défense était prise à contre-pied parce qu'il s'attendait à une course. Donc, ça marchait quand même. Et il a finalement réussi à progresser et à avoir le niveau qu'il avait. Mais oui, puis en plus, il a un physique, il est pas très gros et donc il peut potentiellement se blesser. Ça me fait penser un peu à Jayden Daniels en termes de physique. Donc oui, cette capacité à se protéger, c'est indispensable. Et d'ailleurs, on a vu cette saison, les Ravens, il a été blessé et ça a été très compliqué pour eux. Ils n'ont pas eu le bilan qu'ils auraient espéré avoir, notamment parce que Lamar Jackson a été blessé, quoi. Donc voilà. Après, c'est le lot de tous les quarterbacks modernes de se blesser. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Ouais, mais en tout cas, ce que je constate quand on voit cette liste de coordinateurs offensifs, même s'il en a eu 2 qui sont partis pour de bonnes raisons, il y a eu pas mal de coordinateurs offensifs qui n'ont pas fonctionné et il n'a jamais hésité à s'en débarrasser. Au bout d'un moment, il leur donne leur chance. S'il ne les vire pas au bout de 2 matchs, il leur donne leur chance. Mais quand au bout d'une saison, une saison et demie, il voit que ça ne fonctionne pas, allez, c'est bon, ça part. Et même quelqu'un qu'il a eu depuis longtemps, hein, comme on l'a dit, Cam Cameron, il a eu plusieurs saisons. C'est Cam Cameron qui a développé Joe Flacco. Et puis quand ça marchait plus, il dit écoute, maintenant c'est bon, on arrête. On peut faire un parallèle avec Tom Coughlin et Kevin Gilbride. Il y a eu une période où en fait les Giants étaient énormément critiqués pour le style de Kevin Gilbride sur la deuxième partie de carrière d'Eli Manning, où on disait Eli Manning il a besoin d'autre chose. Et Coughlin n'a jamais voulu se séparer de Gilbride. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Coughlin s'est fait limoger par les Giants, c'est qu'en fait Coughlin avait énormément de mal à se séparer de ses coordinateurs. Perry Fewell était un coordinateur défensif absolument nul et pourtant Coughlin le gardait. J'ai pas l'impression que ce soit le cas avec Harbaugh. Harbaugh, quand il voit que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, justement, le fait que Harbaugh soit un coordinateur de special teams à la base, il n'a pas de préférence offensive. En fait, donc Joe Flacco est
Lamar Jackson n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont ça, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, il va prendre un coordinateur qui correspond à son quarterback, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Jackson Dart. Ouais. Et juste rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, on raconte beaucoup de choses. Au niveau défensif, ça a été beaucoup plus stable. Rex Ryan, 3 saisons parti chez les Jets pour être head coach. Dan Pease, départ à la retraite. Wink Martindale, bon là, il y a eu des raisons de départ un peu inconnues. On pense que c'est une mésentente. Mike McDonald, il est parti chez les Seahawks pour être head coach. Et puis le dernier, c'était Zach Orr, que je ne connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a généralement en fait des coordinateurs défensifs qui ont beaucoup de succès et qui partent dans d'autres équipes pour de meilleurs postes. Alors, pas à la fin. Là, ça fait quelques temps ça fait 2 saisons où à peu près qu'ils sont pas terribles en défense et que malgré des effectifs qui sont quand même assez intéressants et des joueurs qui sont plutôt bons, voilà, ça performait pas de fou et je pense défensivement, ils n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pu faire. Donc peut-être que sur les dernières années, c'était pas aussi bon que ce qu'on pouvait l'imaginer, alors que l'attaque a toujours plus ou moins bien tourné. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais oui, leurs statistiques d'attaque et de défense étaient un peu similaires à nous, en moins pire. C'est-à-dire une attaque un peu meilleure et une défense un peu moins pire, mais la défense était quand même beaucoup moins bonne que ce que l'était l'attaque. Ok, donc voilà, merci en tout cas pour tout ce travail de bibliothécaire, Thiergo, qui a été au CDI de son collège et qui a cherché, ça me fait penser l'autre fois, tu sais que j'ai repensé au fait que mes premiers matchs et les premières fois que je suivais les résultats des Giants, j'allais au CDI de mon collège pour aller voir les résultats le lundi des matchs qui étaient passés dans la nuit de dimanche. J'avais que comme ça pour voir, et j'avais quelques vidéos vraiment de quelques actions. Ouais, il ne devait pas y avoir grand-chose. Il y avait rien. YouTube n'existait pas encore en 2000. Non, j'avais NFL.com. NFL.com, j'avais les stats, et je me souviens que moi-même, je tenais des stats, et j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Ça, il faudrait que je te les retrouve un jour, ça te sera marré. Des statistiques où je mettais les commentaires des matchs avec seulement le peu d'infos que j'avais sur NFL.com, donc je peux te dire que ça ne devait pas voler bien haut, mais je le retrouverai, je crois que je l'ai encore quelque part ici. Les prémices d'Only a Giant Podcast, 25 ans plus tôt, quoi. Merci le CDI du collège, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Exactement. On finit rapidement, mais ça c'est plus hypothétique parce qu'on n'a évidemment aucune idée. Donc quel potentiel coaching staff? Alors il y a un nom qui revient beaucoup sur le coaching staff, c'est Todd Monken que tu évoquais pour la partie coordinateur offensif. Ça, a priori, certains disent ça a déjà été annoncé plus ou moins. Donc on verra. Peut-être que c'est sur Twitter en ce moment que c'est en train de se passer. On n'a pas vu, mais bon, il faudra qu'on aille jeter un œil là-dessus. C'est surtout en fait sur le poste de coordinateur défensif où là on n'a vraiment aucune idée. Moi je me suis noté le seul truc que je veux, en fait il fait ce qu'il veut avec le coaching staff, je m'en fous. Le seul truc que je voudrais, s'il te plaît, John Harbaugh, garde Brice Hill pour la O-line. Il a fait tellement un boulot incroyable depuis qu'il est là, ce serait vraiment dommage de tout foutre à la poubelle maintenant à ce niveau-là et de repartir sur une O-line pourrie. Même si globalement, je pense que les Ravens avaient des O-line qui étaient plutôt corrects, à moins que je me trompe. Mais apparemment, justement, l'insider des Ravens, là, dont je parlais plus tôt, disait que la saison dernière, une des grosses faiblesses des Ravens, c'était la ligne offensive. Et qu'il était assez clair que c'était un problème de coaching. Donc, je pense pas qu'Harbaugh viendra avec son coach de ligne offensive. Ok. Ce serait une erreur pour le coup. Si ça serait une énorme erreur. Brice Hill, je serais vraiment très très déçu. Il a fait tellement un boulot incroyable que Brice Hill en plus a fait savoir qu'il aimerait rester. Donc bon, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, bon, je sais qu'on est sur les coachs, mais Jermaine Eluemunor a été drafté par les Ravens, donc Harbaugh le connaît, même si en fait ça n'a pas tenu quand il était à Baltimore et qu'il est parti ensuite chez les Raiders. Je ne sais pas s'il a fait d'autres équipes avant. Il y a une connexion Harbaugh-Eluemunor et il faut espérer que donc ça veut dire que bien entendu c'est Joe Schoen qui va prendre les décisions de free agency, mais Harbaugh va pas être derrière en disant non, lui il m'intéresse pas. Au contraire, parce qu'il le connaît et il va voir ce qu'il a fait avec Brice Hill. Donc Brice Hill, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut absolument qu'il reste. Ouais. Oui. Alors au-delà du coaching staff, tu vas voir aussi, et ça on l'avait beaucoup vu avec Joe Schoen et avec Brian Daboll, ils ont fait venir beaucoup de joueurs des Bills au tout début. Tu vas évidemment avoir des connexions très simplifiées entre des joueurs qui ont connu John Harbaugh ou qui sont encore peut-être chez les Ravens. On parle notamment
de ceux qui vont être free agent. Alors, il y en a qui parlent de Tyler Linderbaum. Je ne sais pas s'il est vraiment meilleur que ce qu'on a actuellement au poste de centre. Peut-être, j'en sais rien. Je ne connais pas le pédigré du centre. Mais si tu dis que leur line n'était pas non plus incroyable, bah, peut-être que c'est pas forcément le bon joueur. Celui que moi j'aime bien, c'est Isaiah Likely, qui est le tight end. Ça, c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Il y en a qui disent, oui, a priori, il y a de grandes chances quand même qu'on fasse venir Ricard, le fullback. On n'a pas joué avec des fullbacks depuis, même si on en avait un, on avait toujours des mecs plus ou moins qui pouvaient jouer fullback. On s'est rendu compte finalement que nos tight ends étaient capables aussi de faire le peu de blocs fullback qu'on leur demandait. Donc on verra si c'est le genre de joueur qu'on peut faire venir. Moi, ça me fait chier d'avoir un mec qui sait jouer que fullback. Je trouve que c'est un petit peu dommage dans le football moderne. Maintenant, si on prend vraiment Todd Monken et qu'il aime bien ce mec-là et qu'il a l'habitude de jouer et que dans son jeu il aime bien avoir un fullback, bah, ils prendront les décisions. Moi, je m'en fous en réalité. Du moment que l'attaque tourne, ils font ce qu'ils veulent. Alors, 2 choses. Sur le centre, donc encore une fois, je fais référence à ce podcast avec. Bien sûr, tu as raison, parce que il y a que sur le centre, ils ont dit, le gars, il a dit, bon, c'est un gars, il est très bon à la course, mais par contre, il se fait vite malmener en pass protection, et il a dit, en fait, il est un peu surcoté, mais surcoté par rapport, en fait, au niveau global des Ravens. Donc, je me dis, en fait, il lui a dit, je lui donne la note de C, et je me dis, oui, mais peut-être qu'un C chez les Ravens, ça vaut un B chez les Giants, voire un A-. Donc, c'est peut-être toujours peut-être pas exagéré non plus, là, quand même. Non, mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Linderbaum va probablement être extrêmement cher par rapport à son niveau. Mais du coup, c'est pas forcément le bon move à faire en réalité. Si tu vois pas un vrai step-up par rapport à notre centre actuel, je vois pas l'intérêt en fait. Mais bon. Ouais. Et sur Likely, alors ça m'inquiète plus parce que apparemment il y a une relation entre Likely et Harbaugh qui est pas très bonne. Il y a des rumeurs que quand Harbaugh s'est fait virer des Ravens, que Likely aurait organisé une soirée avec des potes chez lui pour fêter le départ de John Harbaugh. Alors du coup, tu peux pas. Il y aura pas Likely qu'on va récupérer. C'est dommage parce qu'il était intéressant comme genre. It's unlikely that we'll get likely, pour faire une très mauvaise blague en anglais. Donc à voir. Ouais, peut-être qu'on va récupérer des Ravens. Je t'avoue que j'ai pas. Après, ça peut être aussi des joueurs, tu sais, de rotation. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de ces joueurs de banc qui sont capables d'aller faire des snaps à des moments où on a besoin. On a vu qu'on était trop faible sur les postes de DB, au poste de linebacker aussi. Enfin, il y a plein de choses où il va falloir que là, on soit capable d'aller trouver les bons joueurs pour pas cher. Et ça, je pense que Harbaugh doit savoir faire. Exactement. Et ça justement, c'était quelque chose que l'insider disait. Moi, on mettra peut-être le lien de ce podcast si tu veux, je le mettrai dans la description parce qu'il est super intéressant. Et il disait que justement, il y a quelques années, Harbaugh avait trouvé un middle linebacker. Alors, je ne sais plus s'il s'était retrouvé titulaire à cause de blessures, mais c'était un gars qui était. C'était pas un gars de fond de roster, mais c'était un gars juste moyen, un peu serviable. Et il était devenu, le temps d'une saison ou deux, le leader défensif avec le sticker vert sur le casque qui dit que c'est lui qui a la connexion avec le coach. Et ça se passait très bien. Donc en fait, je pense que ça, c'est peut-être l'une des forces d'Harbaugh, d'être capable de trouver des gars qui sont serviables et qui vont être fiables, alors que c'est ce qui nous a clairement manqué dans notre roster dernièrement. Même si je pense qu'on a su en drafter des joueurs comme ça. Parce que je trouve que sur les 2 dernières drafts, on a réussi à récupérer des mecs comme Katebo. On le récupère pas très tôt dans la draft et il a été très bon. Donc, tu vois, c'est le genre de. Je pense qu'on est capable d'aller drafter des mecs comme ça. Donc, si on arrive à tout allier et prendre le meilleur de tout le monde, il y a moyen de se faire une équipe quand même. Ça va vraiment être très intéressant de suivre cette intersaison et de voir les moves qu'on va faire et à quel point on va réussir à se renforcer et quelles vont être les décisions fortes du coach et les impacts sur des joueurs qui potentiellement. Tiens, typiquement, Deontay Banks. Qu'est-ce qu'il va faire de Deontay Banks? Est-ce qu'il se dit, moi je pense qu'on peut le sauver, il faut que je reprenne un coordinateur défensif qui soit capable de jouer sur ses forces, je vais rembaucher Wink Martindale, j'en sais rien, tu vois, une surprise sortie de nulle part et là Deontay Banks redevient le Deontay Banks qu'on a connu à sa saison rookie. J'en sais rien, mais ça va être très intéressant de suivre en tout cas sur ces joueurs qu'on avait du mal à cerner, qu'on arrivait. Rappelle-toi la question qu'on se posait, c'est mais comment ce mec joue encore en fait? Qu'est-ce qu'il fout encore là? Donc bon, on verra bien. Yeah. Bon, on va raccrocher. On va pouvoir aller voir ce qui s'est dit. Vas-y, si tu as encore des choses à dire, je t'en prie, on a encore. Non, justement, j'ai été en train de regarder rapidement sur Twitter ce qui se racontait. Est-ce que tu veux qu'on parle de ça? Alors, c'est pas tellement des breaking news, mais enfin, si, c'est des breaking news. John Harbaugh, sur justement la structure de reporting, a dit qu'il rapporte directement à John Mara. Oh putain, oh la vache, trop fort. Ok, tu l'as dit il y a une demi-heure, t'en parlais.
Donc ça c'est un gros changement dans la manière d'opérer les Giants. Et c'est, on espère, une bonne nouvelle. Ceci dit, il a quand même dit que enfin, les médias en font un peu trop. Bon, ça c'est normal. Il dit, ouais, ça a été un peu grossi. On va améliorer les analytics un peu. The Giants actually have a bigger sports science staff than we had. Donc, en fait, on en parlait au dernier podcast sur le fait que Joe Schoen avait pas mal modernisé la manière, avait modernisé les Giants. Il est en train de dire, en fait, en matière de sports science et d'analytics, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on faisait à Baltimore. Et moi, surtout, c'est où qu'il a dit ça? Il a dit ça à qui? Ian Connor. Ok. Ian Connor, si tu vas Ian Connor qui apparemment était en contact direct avec Chris Mara, qui avait toutes les infos en tout le monde parce que c'est Chris Mara qui lui donnait les infos après. Ouais. Et la dernière chose qu'il a dit, donc il a dit I think the Giants roster is strong. Alors, je pense que, je suis désolé, je fais la traduction en direct, donc je pense que le roster des Giants est très bon. C'est notre travail de l'améliorer. On va se battre pour aller en playoff et pour gagner des championships. J'espère et je veux qu'on aille en playoff l'année prochaine. Bon, après, il peut dire ce qu'il veut. Si on est paroles, ouais. mais moi, ça me fait kiffer. Ah oui, bien sûr, ça fait plaisir d'entendre ça, mais si on est des bites, on est des bites. Hein, donc, malheureusement... Voilà. Donc, en fait, au bout de 4 matchs, on n'en pourra plus de son coaching. On dira c'est pourri, on est nul, on a marre, c'est quoi ce mec? C'est pas possible, c'est pas possible. Je pense que, alors, à mon avis, mais j'espère franchement qu'on aura ce genre de discussion, qu'au bout de 3 ans, on se dira bordel, on se fait encore sortir dès le premier match de playoff, c'est pourri. Et quand on dira ça, il faudra qu'on se rappelle des années de misère qu'on a eues depuis la fin de l'ère Coughlin. Parce que c'était ça les débats qu'ils avaient, les fans des Ravens. C'est bordel, on se fait encore sortir dès le premier ou deuxième match de playoff. Mais ça, c'est un problème. On se fait sortir en finale de division, merde, c'est naze. Oui, d'accord. Après, mais ça, je crois qu'on n'avait pas eu ce débat une fois de est-ce que tu préfères aller au playoff une fois tous les 10 ans, mais entre chaque. Enfin, non, pardon, aller au Super Bowl une fois tous les 10 ans, mais entre chaque Super Bowl, c'est juste nul. Ou est-ce que tu préfères être bon et aller en playoff? C'est une bonne question. C'est dur d'y répondre, sauf que nous, la question, c'est est-ce que tu préfères être nul ou être nul? Donc là, en fait, on n'avait même pas de choix depuis 10 ans. Donc, exactement. On a été en playoff 2 fois en 10 ans ou 15 ans, c'est juste pas possible. Donc là, voilà. Quand t'entends. Tu sais, c'est les mecs qui se plaignent du restaurant, ils sont dans un restaurant 4 étoiles et ils se plaignent qu'il y a un petit truc qui va pas, alors qu'à côté, tu as des gens qui crèvent de faim. Quoi. Donc voilà, nous, on était ceux qui crevaient la faim et qui disaient putain, mais ils se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. Non, c'est clair. Mais oui, je suis d'accord. On va se clipper ce petit morceau du podcast. À la fin, on dit quand on aura perdu en playoff, on viendra se reporter à ça pour se dire mais attends, rappelle-toi quand même, c'était quand même vraiment la galère. On est déjà content d'être arrivé là. Quoi. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle, tout ça, et je suis très content qu'on ait pu faire ce podcast. Comme je disais, je n'arrivais pas à dormir hier soir à cause de ça. Et quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mardi, il y a une conférence de presse organisée par les Giants. D'ailleurs, ils avaient annoncé qu'il y aurait une conférence de presse avant même d'avoir vraiment fini. Ouais, alors les mecs disaient que ce sera sûrement mardi, mais on ne savait pas. Donc là, ça a été confirmé, c'est mardi du coup. Ah non, pardon. Alors du coup, c'est moi qui ai mal compris quand les gars disaient que la conférence de presse était mardi. Ils disaient si c'est signé, a priori, ce sera mardi parce que c'est le Martin Luther King Day lundi et du coup, a priori, ce sera mardi. Mais on n'en sait rien. Ça a peut-être été annoncé entre-temps. Hein, on verra bien. Peut-être que quand vous écoutez ce podcast, ce sera soit déjà passé parce que vous l'écoutez tard, soit ça aura été annoncé. Donc, en tout cas, évidemment qu'on va suivre ce qui se dit parce que ça va être très intéressant. Ce sera que des paroles, encore une fois, mais c'est quand même intéressant de... Et, tu sais, un truc qui va être intéressant, c'est qui va venir sur le podium pour parler avec lui. Est-ce que ça va être Joe Schoen? Est-ce que ça va être Chris Mara? John Mara, je pense pas, parce que vu son état, il a peut-être d'autres choses à faire. Je sais pas. En tout cas, j'espère que cette bonne nouvelle aidera que John Mara à surmonter les douleurs et à aller mieux, ce serait bien. Je ne serais pas... Moi, je verrais bien un podium. Je pense que John Mara sera là, parce que John Mara... tu crois qu'il viendra, John Mara? Il voulait être là pour les entretiens, il voudra être là pour ce moment historique, parce que je pense que surtout que John Mara, en ce moment, il est un peu en train de se rendre compte de sa propre mortalité, en disant c'est peut-être bientôt la fin pour moi, c'est triste à dire, et il doit avoir en tête, enfin moi j'essaie de me mettre à sa place, tu viens d'embaucher un coach absolument incroyable et qui va peut-être changer le cours de l'histoire de ta franchise.
tu veux être sur les images où il arrive. Donc, pour moi, il risque d'y avoir un podium assez important où tu vas avoir John Mara, Steve Tisch, parce que Tisch est aussi copropriétaire, mais ça ne m'étonnerait pas que Chris Mara soit là, parce qu'il a été un acteur clé. Ouais. Et puis surtout, je ne sais pas s'il se passe un malheur avec John Mara, quel sera le rôle de Chris Mara derrière. Est-ce qu'il va reprendre une partie importante? Autant commencer à lui mettre le pied à l'étrier dès maintenant, donc ça pourrait être intéressant. Ça c'est un débat pour une autre fois, mais je pense qu'en effet, s'il a pris un rôle aussi important dans ce processus-là, c'est que John Mara est probablement en train de penser que s'il passe l'arme à gauche, désolé de parler crûment, ce sera son frère qui reprendra le flambeau. N'empêche que moi, je ne reviens pas de ce timing. C'est ce timing qui est tombé pour une fois, que le timing tombe en notre faveur et que tout se passe bien. Je ne veux pas balancer Thiergo, mais qui m'écrivait, ils ont dit qu'il venait, mais tu vas voir qu'il va se passer une merde, ils vont nous dire dernièrement qu'il ne vient pas, machin. J'étais très pessimiste. À un moment donné, tu m'as fait un tout petit peu douter, même si j'avais pas vraiment de doute, mais en repensant à tous les merdes qui nous sont arrivés, je me dis, putain, il a raison, ça va toujours se finir mal pour nous, et on ne peut jamais s'en sortir. C'est peut-être l'événement, enfin. Voilà. Le fameux chat noir qui était passé sur le terrain, et peut-être ça, plus la photo. La photo du bateau. La photo du bateau avant le match des Packers en playoff. C'est peut-être l'événement qui va nous permettre de redresser un petit peu la barre. John Harbaugh, il n'a pas connu tout ça, il s'en bat les couilles de toutes les histoires qui nous sont arrivées avant, il est juste là pour gagner, donc voilà, espérons que ça... Et comme Dart, comme Scatebo, comme Nabers, tous ceux-là, ils en ont rien à foutre, ils sont là pour gagner, donc voilà, il y a quand même des bons motifs d'espoir, et là, on est plutôt très content, et en plus, les Eagles ont été éliminés, donc on va pouvoir regarder la NFL tranquillement jusqu'à la fin de la saison, ça va être super, donc là, tout est positif, c'est génial. Ah ouais, non, ça va être génial. Voilà. Bon, merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce podcast. On espère que les infos qu'on vous a données auront été intéressantes et vous auront permis de comprendre mieux un peu ce qui s'est passé les derniers jours, le stress, voilà, qui est John Harbaugh et qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison prochaine. Et on vous dit à très bientôt sur A New John Podcast. À plus tout le monde. Ciao. Salut.